Un grand bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire consacré au point marché justement donc financier avec la financière de l'échiquier, en compagnie ce soir de Pierre Pubassé qui est le porte-parole de la gestion donc de l'FDE. Un très grand bonsoir à toi Pierre. Bonjour. Bonsoir Imen et puis bonsoir à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver puisque c'est la 3e fois je crois que nous intervenons avec Easy Bourse. Pierre, sans plus tarder, je partage justement donc la présentation. Oui, alors bon, encore une fois, on a choisi pour ce point mensuel de vous parler un peu d'actualité, bien sûr, et puis de ces mesures donc qui ont été annoncées par le gouvernement Trump aux États-Unis. Donc, vous le savez, hein, toute une série de taxes douanières. Alors, l'histoire est en train de s'écrire. Mais comme vous le savez, bien sûr, c'est un événement qui crée quand même beaucoup de volatilité sur les marchés et ça nous a paru, ou du moins ça m'a paru intéressant de partager avec vous un certain nombre d'éléments de façon à ce qu'on puisse tous réfléchir à la situation et puis une conclusion aussi à la fin, bien sûr. Alors j'ai une vingtaine de minutes, Imen, ça va être assez rapide. Je commençais par quelque chose que vous avez probablement lu partout. Je pense que c'est la formule et puis surtout l'état d'esprit en fait, hein, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement américain finalement qui veut essayer de rétablir la balance, hein, on va y revenir, avec des déficits commerciaux qui sont élevés, avec un certain nombre de pays et l'idée effectivement ça a été d'essayer de rééquilibrer la balance. Alors je dirais les mesures sont assez brutales, pas forcément extrêmement sensé, hein, c'est pour ça que je reviens sur la formule. Il y a eu beaucoup de commentaires sur la formule qui a été utilisée. On a même dit que ça a pu être une formule inspirée directement de ChatGPT, hein, tout ça est assez étrange, mais c'est vrai que la conclusion de tout ça, vous le voyez à droite, hein, c'est un taux moyen de taxe sur les importations qui, au regard des chiffres qui sont à notre disposition aujourd'hui, remonterait autour de 22%. Vous voyez qu'on démarre d'un niveau, malgré la mise en place d'un certain nombre de taxations. D'ailleurs, lors du premier mandat de Trump, on était sur un niveau qui était de l'ordre de 2,5 et on passe à 22, soit les niveaux les plus élevés constatés depuis les années 30. Alors, l'histoire est en train de s'écrire, donc attention, il peut y avoir des remises en question, mais aujourd'hui, si on analyse la situation, si on analyse les tarifs qui ont été annoncés, ben voilà le constat qu'on peut faire. Peut-être juste un détail supplémentaire que je n'ai pas porté sur cette première diapositive, c'est sur la hiérarchie en fait, ou qui sont les principaux partenaires commerciaux les plus importants des États-Unis. Hein. Donc, quelle est le pays continent qui exporte le plus aux États-Unis, donc sur lequel le montant des importations est le plus élevé. C'est l'Union européenne, hein, qui constitue 18,6% des importations. C'est le Mexique qui est à 15,5. La Chine, on parle beaucoup de la Chine, qui est à 13,5. Derrière, on trouve le Canada, hein, donc on a beaucoup entendu aussi parler du Canada, qui est à 12,7. Et puis derrière, on a des pays qui sont significatifs, mais sur des niveaux moins importants, qui sont le Japon, le Vietnam et la Corée du Sud, qui sont autour de 4%. Alors justement, tu évoquais l'Union européenne et un de tes focus qu'on va concerner la zone euro. Donc je te laisse en parler. Oui, ça m'a paru intéressant de partager deux choses. D'une part, le graphique, et je pense qu'il explique pas mal de choses. Vous voyez, le graphique, c'est pas les relations, c'est le déficit commercial total des États-Unis et la façon dont il a évolué récemment. La courbe démarre en 2015 et vous pouvez le constater. En fait, il s'est beaucoup accusé en fait sur l'année 2024, hein, comme vous pouvez le voir, puisqu'il est passé d'un niveau qui était autour de 50 milliards, 75 milliards à 125 milliards, et ça explique probablement beaucoup de choses et probablement l'agressivité en fait de l'administration Trump et du président américain. Plus particulièrement sur US Euro, parce que c'est ce qui nous regarde en premier, puis je pourrais vous donner des détails sur la relation Chine-Amérique. Les exportations de la zone euro vers les US représentent finalement peu de choses, hein, c'est-à-dire c'est 3% du PIB de la zone euro. Hein. Et les importations US vers la zone euro représentent 2% du PIB US. C'est peut-être une façon de relativiser un peu la situation. Ce n'est pas négligeable, bien sûr. Ça touche au premier chef un certain nombre de secteurs et un certain nombre d'entreprises. Mais si on regarde les grandes masses, en tout cas, comme vous pouvez le voir, le PIB qui est exporté de la zone euro
vers les US représente, et je serais tenté, ne représente que 3% pardon, du PIB de la zone euro. Donc finalement, une masse qui est probablement relativement gérable. C'est mon premier message. Les importations de biens vers les US au total représentent 11% du PIB US. Donc comme vous le savez, les économies dépendent beaucoup de leur activité domestique, beaucoup de leur consommation domestique, hein, mais donc ces exportations représenteraient 11% du PIB US. Alors il y a plusieurs points, c'est que tout n'est pas pour l'instant, il y a un certain nombre de tarifs qui n'ont pas été annoncés, hein. Il y a entre autres un volet qui devrait arriver dans les jours qui viennent, hein, sur la pharmacie, sur les semi-conducteurs et sur le bois. Donc l'histoire, encore une fois, est en train de s'écrire et aujourd'hui, voilà les éléments tangibles que je peux vous présenter. Alors, la diapositive suivante est en relation avec la première, pour le coup. Oui, alors c'est des chiffres en fait, hein. Je vous ai parlé de pourcentage en PIB. Bien sûr, les chiffres sont quand même importants, hein. Je l'ai dit, hein, le premier partenaire commercial ou le premier continent ou le continent qui exporte le plus vers les États-Unis, c'est l'Europe, hein. Et donc, comme vous pouvez le voir, 820 milliards d'euros sont exportés de l'Europe vers les États-Unis, 770 milliards d'euros sont exportés des USA vers l'Europe. Donc le déficit, finalement, il n'est pas très important, hein. C'est un déficit de 50 milliards d'euros, c'est les chiffres 2023. Autre caractéristique, c'est que ces échanges sont un peu déséquilibrés, comme vous pouvez le voir, puisque l'Europe exporte beaucoup plus de biens industrielle et beaucoup moins de services, même si elle exporte quand même des services, 40% de services, que les États-Unis, hein, où la proportion est inversée. Et ce que disent beaucoup de gens, et là où il y a un peu une injustice sur ce niveau de taxation, c'est que le taux de marge, bien sûr, des exportations américaines, comme c'est du service, c'est de la propriété intellectuelle, c'est des choses de ce type-là, est très supérieur en fait aux marges des exportations européennes vers les États-Unis. Hein. Donc là, c'est aussi, alors est-ce qu'il est encore temps de contester le calcul? Mais le calcul est fait sur les montants totaux, il n'est pas fait sur les marges en fait de ces deux agrégats. Si je regarde sur la Chine, peut-être, j'ai des chiffres aussi. La Chine, finalement, les chiffres la Chine exporte vers les États-Unis 448 milliards de dollars, hein, et essentiellement d'ailleurs de l'électronique, hein, des biens qui sont consommés par les ménages américains, alors que les États-Unis exporte vers la Chine simplement 148 milliards, donc un déficit qui est beaucoup plus élevé, bien sûr, et c'est un des sujets très, très importants de l'administration Trump, et c'est essentiellement des matières agricoles. D'accord. Donc, tu as voulu parler notamment des impacts, justement, donc, liés à tout ça. Et ton premier exemple, c'est celui du secteur automobile, Pierre. Oui, alors je voulais prendre quelques exemples parce qu'en fait, c'est vrai que là, encore une fois, on n'est qu'au tout début, en fait. Et dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, les ménages américains, le consommateur américain va probablement voir les premiers impacts de cette politique, je dirais, mise en place par l'administration Trump. J'ai pris l'exemple de l'automobile, hein, comme vous pouvez le voir. 46% des voitures sont importées aux États-Unis, donc 46% des voitures qui sont achetées aux États-Unis ne sont pas fabriquées aux États-Unis. Et si on applique la taxe de 25%, ça augmenterait le tarif des voitures de l'ordre de 5 000 à 15 000 dollars par voiture importée. Mais le sujet ne s'arrête pas là, en fait, hein, parce que dans les 54% de voitures qui sont achetées aux États-Unis et produites aux États-Unis, en fait, ces voitures ont des pièces qui sont des pièces importées, hein, 50% des pièces. Vous savez que c'est une économie, l'économie de l'automobile qui s'est énormément globalisée. Et bien sûr, ça aurait aussi un impact de l'ordre de 3 000 à 8 000 dollars. Je veux citer ces chiffres parce que là, on a parlé des mesures. On va commencer à parler de l'impact de ces mesures, hein, et bien sûr, il y a un impact qui n'est pas très favorable pour le consommateur américain, comme vous le savez, probablement un impact d'ailleurs inflationniste et probablement un impact récessif, hein, pour l'économie américaine. En tout cas, j'y reviendrai, c'est ce que semblent nous dire les études. Et ta deuxième illustration sur les impacts concerne cette fois-ci l'iPhone. Oui, alors je n'ai pas résisté à prendre cet exemple. Alors j'ai pris une copie de ce que le Wall Street Journal a publié, mais je dirais parmi les produits, bien sûr, qui sont fabriqués à l'extérieur des États-Unis et très consommés par les Américains, je l'ai dit, il y a toute une série de biens dits électroniques, dont l'iPhone, et bien entendu, je dirais, ça renchérirait de façon
très importante. En fait, l'iPhone, hein, vous avez vu, l'exemple est en bas, c'est-à-dire que le prix de fabrication, ou du point, passerait de 549 dollars aujourd'hui à 846 dollars, hein, par iPhone, avec bien sûr toute une série de problématiques pour le fabricant de l'iPhone qui est Apple, savoir s'il transfère l'augmentation et l'impact de l'augmentation de ces droits douaniers directement au consommateur, finalement en renchérissant l'iPhone d'environ 50%, hein, comme c'est dit sur cette illustration, ou est-ce que finalement Apple prendrait une partie de l'impact et essaierait de le compenser en contractant ses marges? Dans les deux cas, on voit bien que cette politique-là a un effet très négatif, en tout cas, pour des pans importants de l'économie et surtout pour le consommateur. Alors justement, tu parlais d'effet récessif et c'est l'objet de ton propos justement pour les prochains slides. Voilà, alors effectivement, je dirais sur le scénario américain, et je vais vous parler beaucoup des États-Unis, un peu moins de l'Europe, mais je dirais, encore une fois, l'Europe est probablement moins touchée que les États-Unis, hein, même si bien sûr il y a un impact négatif, et vous avez vu les dernières annonces gouvernementales, entre autres M. Bayrou qui a évalué en fait l'impact récessif ou l'impact négatif sur la croissance économique française de l'ordre de 0,5% sur 2025. Hein. Donc, c'est loin d'être négligeable. Mais sur les États-Unis, c'est plus important. Hein. Ça a un impact négatif probablement sur la croissance US. Ça a un impact négatif sur le consommateur, dont le pouvoir d'achat libre, finalement, va être préempté par des augmentations de prix qui sont très élevées. Quand on essaie de calculer ce que représenterait en termes de pourcentage de PIB l'impact sur une année pleine de ces augmentations tarifaires, bah, vous voyez, si on prend une base de 3 300 milliards et des hausses d'impôts, la hausse des taxes revient en fait à une hausse d'impôts de 600 à 700 milliards. Ça, c'est si toutes les augmentations sont transférées au consommateur final. Il peut y avoir une partie de ces 600 ou 700 milliards, bien sûr, qui serait finalement pris en charge par les entreprises, mais ça provoquerait bien sûr une contraction des marges des entreprises. En tout cas, vous voyez que l'impact est très significatif puisqu'il représenterait 2,3% du PIB américain. Voilà. Et puis, il y a d'autres effets qui sont des effets indirects. Entre autres, je l'ai mis, l'attentisme sur les budgets d'investissement. Hein. Vous pensez bien qu'au regard de toutes ces incertitudes, de cette destruction en fait d'un scénario visible dans lequel on s'installait sur les États-Unis, même si vous le savez, les attentes de croissance étaient un peu sous pression, ben, les entreprises vont probablement retarder énormément leur budget d'investissement, leur décision d'investissement. Et puis, il n'y a pas simplement ça, hein, il y a aussi un impact négatif sur les partenaires commerciaux des États-Unis, hein, même si probablement ces partenaires ne vont pas forcément consommer de façon très agressive, je pense, des biens américains. Et puis, il y a bien sûr les conséquences que l'on est en train d'observer. Hein, je pense que vous suivez de très près les marchés, vous remarquez des baisses assez significatives. C'est bien sûr un dérisking, hein, donc une sortie, une moindre prise de risque de la part des investisseurs au regard effectivement de l'augmentation très importante d'un risque de récession sur les États-Unis, hein, qui maintenant, sur les dernières analyses, est quantifié à hauteur de 60% et même plus que 60%. Alors, la slide suivante, donc toujours concerne le scénario donc aux US. Ah oui, alors ça, c'est plus le scénario, c'est ce qui pourrait se passer, en fait. Hein. C'est-à-dire que là, c'est des points un peu plus positifs parce qu'aujourd'hui, on est vraiment, je dirais, au point culminant, en fait, hein, de l'annonce, de ces annonces. Il pourrait y avoir des renégociations. Il y en a certaines qui semblent être en cours. Hein. Vous savez que les États-Unis disent que le Japon et le Vietnam, ils sont en train de négocier avec le Japon et le Vietnam. On va voir, ce serait bien sûr un signe positif, hein, s'il y avait des renégociations par rapport aux tarifs qui sont annoncés. Il y a probablement aussi des éléments politiques qui peuvent nous aider, c'est-à-dire qu'on arrive, alors on est encore assez loin, on est à 1 an et demi des prochaines élections dites de mi-terme aux États-Unis, mais il est fort probable que les élus républicains mettent de la pression sur l'administration Trump à l'approche de ces élections. Alors, ce n'est pas immédiat, hein, bien sûr, c'est à terme, mais c'est une bonne chose parce que finalement, on peut penser que les Américains désapprouvent
ou vont désapprouver l'impact très négatif pour leur pouvoir d'achat de ces mesures-là. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Il y a un sondage que je vous cite en bas de la slide qui a été fait la semaine dernière, et donc avant les annonces des tarifs, et déjà 63% des Américains désapprouvaient la politique économique du gouvernement. C'est le plus mauvais score depuis plus de 50 ans. Donc, ne pas croire que cette politique économique et ces annonces sont populaires aux États-Unis. La politique migratoire reste populaire et elle continue à avoir des taux d'approbation qui sont élevés. Mais la politique économique était déjà assez peu appréciée. Et puis l'autre élément, on ne peut pas ne pas en parler, c'est la politique ou du moins l'attitude de la Federal Reserve, donc la Banque centrale américaine, et comment elle peut réagir face effectivement à la perte de vitesse de l'économie américaine. Est-ce qu'elle va agir? Est-ce qu'elle agit rapidement? Est-ce qu'elle agit avec retard? Personne ne sait. Le marché prévoit 4 à 5 baisses de taux. Mais quand on écoute les dernières déclarations de M. Powell, il dit qu'aujourd'hui, en tout cas, il veut voir l'impact de ces mesures sur l'inflation américaine qui, de son point de vue, bien sûr, ont un impact qui n'est pas favorable, puisque ces mesures entraîneraient une augmentation, bien sûr, de l'inflation aux États-Unis. Alors, donc pour poursuivre, là, tu parles justement des impacts négatifs sur le dollar, notamment. Alors, je parle des différents impacts, si vous voulez, qu'on peut observer sur le marché. Il y a clairement un impact négatif sur le dollar. Alors, certains d'entre vous vont me dire qu'il avait déjà débuté avant, mais c'est vrai que ça fait partie. Alors, c'est un impact négatif, mais ça peut être pris pour un succès par l'administration Trump, parce que une des volontés de l'administration Trump, c'est de faire baisser le dollar. Mais évidemment, c'est un impact négatif pour tous les investisseurs de la zone euro, je ne parle que de ceux-là, qui portent des actifs libellés en dollars. D'accord. Également, impact sur les matières premières, Pierre. Oui, alors ça, c'est plutôt un impact positif, en fait. Je dirais que, effectivement, une des réactions ou une des observations qu'on peut faire, alors à gauche, vous avez un indice qui s'appelle le CRB, qui est un indice qui permet de suivre l'évolution de paniers de matières premières. Il y a pas mal d'énergie à l'intérieur, ce qui explique aussi la vitesse du retrait. Mais vous savez que beaucoup même de matières premières, le fer, le cuivre, tout ça, sont en train de baisser de façon importante. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça a plutôt un impact déflationniste, en fait. Et c'est un impact, si vous voulez, à la baisse dont bénéficie, je dirais, l'ensemble de la planète. J'ai mis l'or aussi, j'aurais pu mettre le pétrole qui a beaucoup plus fortement baissé, mais on voit bien finalement que ces mesures-là, pour l'instant, ont un impact négatif sur le prix des matières premières. Alors, autre impact que tu évoques, c'est sur la croissance mondiale, pour le coup. Oui, alors j'en ai parlé, j'ai parlé de la croissance américaine. Il faut aussi parler de la croissance mondiale. C'est bien sûr un choc sur la plus grande économie du monde, ça a un impact. Vous voyez, je vous ai mis un peu des prévisions qui ont été faites par un économiste qui s'appelle Jean-Pierre Petit. Vous voyez que sur le monde, on parle quand même d'un impact négatif de 0,6%. Je vous ai mis à gauche des estimations qui sont aujourd'hui un peu datées. On attendait une croissance mondiale en 2025 sur le consensus de 2,5. A priori, on aura une croissance mondiale de l'ordre de 2, 1,9 si j'en juge. Sur les États-Unis, bien sûr, c'est le plus touché. On perd 1% de croissance. Alors, par rapport à un consensus qui était autour de 2, donc ça ferait simplement 1% de croissance. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'un impact qui pourrait être plus important. Impact négatif sur la Chine et impact négatif, bien sûr, sur la zone euro. Mais pas simplement sur la croissance, ça a aussi un impact, en fait, sur l'inflation. Alors, bien sûr, très important aux États-Unis. Vous voyez que l'inflation remonte de 1,2 à 1,7. Et ça, on comprend mieux ce que dit M. Powell. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cette situation, il n'y a pas de raison de penser que la Fédérale Réserve accélère en fait son programme de baisse de taux, ce qui est d'ailleurs un sujet important pour la tenue des marchés. Alors, dans ton slide suivant, tu reviens justement sur l'effet récessif aux États-Unis. Oui, alors je reviens un peu sur l'histoire et l'effet récessif aux États-Unis. Donc, sur la gauche, vous avez un tableau qui a été, j'ai pris chez Goldman Sachs. Ils reviennent un peu sur toute une série de récessions, les 12 récessions en fait qui ont eu lieu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vous voyez qu'on revient très loin. Et l'impact en fait en termes d'abord de marché, et vous le voyez, en termes de prix
on voit bien que les marchés peuvent baisser en cas de récession, je dirais à minima d'une vingtaine de pourcents, quand ils sont très excessifs à plus de 50%, et un impact aussi négatif sur la profitabilité des entreprises. Et d'ailleurs, on le voit bien, c'est dès aujourd'hui, en fait, on a un impact négatif. Alors, j'ai les chiffres sur l'Europe. On parle aujourd'hui, maintenant sur 2025, d'un bénéfice par action qui baisserait de l'ordre de 7%, alors qu'avant ces annonces et avant la prise en compte de ces annonces, on pensait qu'on pourrait avoir une croissance modérée de l'ordre de 2%. Et puis à droite, je vous ai mis aussi l'évolution du PE du S&P 500, donc l'indice de référence aux États-Unis. Le PE Forward, c'est un PE estimé à 12 mois. Vous voyez qu'il a déjà bien baissé, en fait, et c'est effectivement la conséquence de la consolidation qu'on a observée sur les marchés actions, mais qu'on reste quand même sur des niveaux relativement élevés, en tout cas par rapport à d'autres phases de consolidation importantes, des phases entre autres d'accidents de marché, de récession, de questionnement. Et donc, il nous semble aujourd'hui qu'il est trop tôt pour se repositionner sur les marchés américains. Alors justement, tu en déduis de tout cela en fait une synthèse, Pierre. Et je te laisse éventuellement la commenter et surtout l'étayer. Oui, alors j'ai essayé de vous faire un résumé. Je suis désolé, il y a beaucoup de choses et puis de questions en fait qu'on se pose. Entre autres, il y a bien sûr une première question, c'est le seuil de tolérance à la douleur de Trump et de l'administration Trump, et la résistance à la pression du big business. On est d'accord. C'est pour l'instant il tient le coup. Pour l'instant, il dit qu'il maintient son programme. Pour l'instant, il dit que tout va bien se passer. Pour l'instant, il dit qu'il faut rester cool, que c'est un petit problème pour finalement de gros bénéfices, mais quel est son seuil de résistance à la douleur, jusqu'où les taux américains peuvent-ils remonter sans que ça lui pose un problème, jusqu'où l'économie américaine peut perdre de sa vitesse jusqu'à ce qu'elle lui pose un problème, jusqu'où les entreprises, les grosses entreprises américaines qui ont beaucoup soutenu l'élection de Trump, et même les petites, il y a beaucoup d'électeurs républicains qui ont des plus petites affaires, jusqu'où vont-ils le soutenir au regard de l'impact négatif que ces mesures ont sur l'économie. Il y a plein de questions, je vous les laisse lire, mais si vous voulez, en fait, il va falloir surveiller aussi ce qui va se passer. Je l'ai mis, mais je ne l'ai pas lu, mais on attend quand même un certain nombre de mesures, des baisses d'impôts massives, une dérégulation ou une déréglementation plus importante. C'était dans le programme du candidat Trump. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'annonce. Ça pourrait compenser en partie l'impact négatif. Il y a toute la question de l'Union européenne, les plans de relance de l'Union européenne. Donc, vous voyez, il y a plein de questions, en fait, sur ce qui se passe. Il y a un souci énorme en Europe aussi, c'est que beaucoup de gens pensent que comme le marché américain va se fermer pour les produits chinois, ils vont essayer de le remplacer par une plus grande agressivité sur le marché européen. Je pense que ce ne serait pas effectivement une très bonne nouvelle. Donc il y a plein de questions, mais pour peut-être se concentrer sur les marchés, les marchés actions européens qui étaient... Alors ils gardent une avance par rapport au marché américain d'ailleurs aujourd'hui en termes de performance, mais on a effacé tous les gains que l'on avait accumulés depuis le début de l'année. Vous savez qu'on faisait un beau début d'année sur l'Europe. Les actions américaines, elles sont revenues sur des niveaux beaucoup plus faibles, mais elles paraissent toujours chères en termes de multiples, alors que l'Europe reste toujours peu cher en termes de multiples. Par exemple, on a assisté à une inversion de tendance très très forte sur les banques. Je pense que vous l'avez vu, c'est pour ça qu'on met du paradis à l'enfer, sans transition. Là aussi, probablement des excès. Et puis, une des grandes questions, c'est bien sûr les résultats, puisque une des caractéristiques de la période dans laquelle on est, c'est qu'on rentre dans la période de la publication des résultats trimestriels, alors tout d'abord aux États-Unis, après en Europe. Et nous, ce qui nous inquiète un peu, c'est que finalement, on pourrait, alors pas forcément des profit warnings, on va voir, mais enfin, en tout cas, des discours qui peuvent se révéler extrêmement prudents de la part des grandes entreprises américaines, même si aujourd'hui, Walmart, qui a priori a des acteurs extrêmement touchés par le renchérissement d'un certain nombre de produits qu'ils vendent dans leurs magasins, reste relativement confiant. Ça fait partie des bonnes surprises de la journée. D'accord. Peut-être une question au préalable avant justement d'évoquer les questions de nos participants. Qu'est-ce que tout ça a eu comme conséquence dans l'allocation justement d'une société comme LFDE?
Je dirais, enfin, nous, on gère des fonds, on gère des OPCVM qui ont des stratégies, qui ont des définitions précises. Donc, ça nous a mené, dans certains cas, à reprendre faire un peu plus de cash dans nos portefeuilles. Mais enfin, on veut pas, et notre métier n'est pas d'avoir que du cash dans nos portefeuilles actions. Donc, on est assez limité. Ça nous a mené, mais c'était déjà le cas. Je ne dis pas qu'on était préparé à un choc de cette ampleur. Bien sûr, on ne l'était pas, mais je dirais, on est toujours prudent sur le niveau d'endettement des entreprises sur lesquelles on est positionné. Ça nous mène, alors c'est compliqué parce que en fait ça nous mène à réanalyser tous les dossiers, en fait, à se poser effectivement de la question de quels sont les dossiers qui peuvent être le plus impactés par ces différentes mesures. C'est assez compliqué parce qu'en fait il y a peu de secteurs en Europe. Alors l'Europe est très exportatrice, hein, donc on l'a vu les chiffres, hein, c'est le principal continent exportateur sur les États-Unis, mais encore une fois ça représente un pourcentage de son PIB qui est relativement faible. Pourquoi? Parce que en fait, beaucoup d'entreprises européennes qui ont du chiffre d'affaires à l'international, en fait, opèrent directement dans ces pays-là. C'est-à-dire que les grandes entreprises européennes qui ont une part de leur chiffre d'affaires importante aux États-Unis, elles ont des activités aux États-Unis. Hein, donc, elles ne sont pas forcément autant pénalisées que ça, même si après, il reste une question en suspens. C'est effectivement pour faire ce chiffre d'affaires aux États-Unis dans les activités qu'elles détiennent aux États-Unis, quelle est la part de sous-produits qu'elles exportent vers ces filiales. Hein. Donc, il va falloir. Donc, c'est les questions qu'on essaie de se poser aujourd'hui. Ça nous mène à faire quelques arbitrages à la marge, mais rien de très fondamental en fait. Hein. D'accord. Alors, encore une fois, nous, notre conviction, c'est que le marché européen n'est pas très cher aujourd'hui et que l'impact sur l'économie européenne n'est pas négligeable. Je vous ai quand même parlé d'un impact en termes d'IPS qui est loin d'être négligeable puisqu'on passerait de plus 2 qui était attendu à moins 7%. Mais je dirais, sur le moyen long terme, on nous semble en tout cas que l'Europe a les moyens de pouvoir faire face à cet environnement plus complexe. Concernant les questions dans un premier temps, on en a une qui nous demande donc l'impact sur le long terme n'est-il pas plus positif pour les US avec la relocalisation justement de certaines entreprises. On entend beaucoup parler justement de cette histoire de relocalisation. Oui. Alors bien sûr, c'est le programme du gouvernement Trump, hein, c'est de dire qu'il y a beaucoup d'activités qui ont quitté les États-Unis et qu'il faut qu'elles se réimplantent. Ça va être un process très long en fait, hein, la réimplantation. C'est pas du tout aussi simple que ça de réimplanter des unités industrielles. C'est pas du tout aussi simple que ça de trouver des salariés qui peuvent remplacer des salariés qui se sont spécialisés dans ces activités-là sur des zones, entre autres la Chine, des zones à bas coût de main-d'œuvre. Donc, ce sera à la marge. Hein. Bien sûr, il y a un impact. L'idée du gouvernement Trump, c'est que les États-Unis sortent gagnants en fait de ce processus. Mais si vous voulez, s'ils sortent gagnants, c'est à 5-10 ans en fait. Hein, c'est pas dans la situation immédiate où le principal perdant nous semble les États-Unis en fait, hein, de ce programme-là. Ok. Donc peut-être une autre question. En synthèse, tu évoquais le fait que justement la fin de l'incertitude pourrait éventuellement émaner donc soit d'un revirement, soit éventuellement donc d'une clarification de la suite justement. Oui, je crois qu'effectivement, je crois qu'il faut savoir dans des moments comme ça, il faut savoir garder un peu son cesse de calme. Là, on est probablement dans la partie la plus excessive en fait. Hein. On est juste après les annonces, on le voit bien, il y a beaucoup de réactivité. Enfin, on a vu la séquence avec, entre autres, la Chine hein, qui répond à une augmentation par une augmentation et une augmentation supplémentaire par une augmentation supplémentaire. On est quand même à 84% de droits de douane sur les biens américains, 104 sur les biens chinois exportés aux États-Unis. C'est absolument phénoménal. Pour l'instant, on a peu de visibilité sur les renégociations qui pourraient avoir lieu et on a quand même l'impression que la porte est ouverte hein, à des renégociations. Entre autres, il y a quand même eu ces déclarations de la part d'Elon Musk qui dit qu'il trouverait ça bien finalement qu'il y ait zéro droit de douane des deux côtés entre les États-Unis et l'Europe sur les échanges de biens industriels. Bon, évidemment, il plaide un peu pour ça. Il plaide un peu probablement pour son industrie. Mais je dirais, on voit bien que les choses
vont probablement évoluer et elles devraient évoluer en mieux plutôt qu'en moins bien. Et puis, bon, il y a toute une série de mesures compensatoires, je vous en ai cité quelques-unes sur les États-Unis, qui pourraient arriver rapidement, des baisses d'impôts, une dérégulation supplémentaire qui pourrait devenir compenser pour partie l'impact négatif que l'on observe aujourd'hui. Voilà. Et puis sur l'Europe, bien sûr, il peut y avoir une accélération de toute une série de programmes financés par à nouveau des déficits budgétaires, je suis désolé de le dire, qui pourraient être arrivés en soutien de l'économie et permettre de passer peut-être cette période compliquée en redonnant, je dirais, un peu quelques éléments positifs. Et puis n'oublions pas sur l'Europe aussi la politique de la BCE, qui est dans bien sûr une stratégie aujourd'hui de baisse de taux agressifs. Bon, pour l'instant, elle n'a pas réagi, mais on pourrait avoir effectivement aussi les banques centrales qui rentrent dans le jeu et qui viennent soutenir les économies. Pierre, deux autres questions. La première concernant l'or. Donc Jean-Yves demande pourquoi l'or en tant que valeur refuge est impacté justement par Ouais. les perturbations boursières que l'on connaît actuellement. Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, on s'attendait plutôt à ce que l'or remonte dans un environnement comme ça. Alors, je dirais l'or avait déjà pas mal remonté, juste peut-être déjà un point là-dessus. Après, d'après ce qui se raconte, moi, j'ai pas on est très peu présent à la financière de l'échiquier sur l'or, mais il y aurait pu avoir, c'est un actif qui aurait pu être cédé pour répondre à des appels de marge de la part d'un certain nombre d'intervenants. Enfin, je ne sais pas quoi, je ne sais pas si tout ça est très réaliste, mais c'est vrai que le constat, c'est qu'on fait que l'or qui aurait dû être bénéficiaire. Alors, est-ce que finalement beaucoup de flux qui sont passés dans l'or se sont positionnés pour passer le moment et maintenant ces acteurs-là revendent de l'or pour acheter des actions? C'est aussi probable, ça peut être une possibilité. Je n'ai pas de réponse très très précise là-dessus. D'accord. Peut-être dernière question, Pierre. Malgré l'incertitude qui est absolument poignante à l'heure actuelle, est-ce que pour autant tu pourrais répondre à la question quelle classe d'actifs faudrait-il privilégier aujourd'hui? Bah alors, ça dépend de votre horizon. C'est toujours le même sujet et vous connaissez bien le sujet. Je pense que sur le très court terme, je pense il faut aller sur de la sécurité. Donc, probablement, je dirais acheter des taux, plutôt des obligations d'État à court terme. C'est pas très sexy, c'est pas très folichon, mais bon, je dirais la raison, en tout cas, m'oblige à dire ça. Alors, ceci étant dit, euh, le mouvement sur les taux américains est quand même très, très intéressant, puisque au début des annonces, on a des taux américains qui ont baissé très fortement. Là, ils sont en train de remonter de façon très importante. Donc, il y a quand même pas mal de tensions, encore une fois. Mais je pense que les obligations d'État américaines, c'est un autre sujet, parce qu'on peut aussi se poser la question de savoir quelle va être l'attitude d'un certain nombre de pays qui ont beaucoup de réserves en fait, en obligations d'État américaines. Je pense qu'ils sont très prudents et ils sont plutôt en train de les céder ou du moins de réduire. Du moins, ils se présentent moins sur les adjudications. Il y a une adjudication hier qui ne s'est pas très bien passée. Une adjudication, c'est quand l'État américain propose au marché d'acheter des obligations d'État américaines. Donc, on va surveiller. Sur le moyen long terme, moi, je reste quand même un croyant dans les actions. Je pense qu'encore une fois, on a déjà pas mal baissé. Alors, on peut peut-être continuer à baisser, mais bon, sur les actions européennes, en tout cas aujourd'hui, on retrouve des niveaux de valorisation qui sont relativement faibles, qui restent toujours très attractifs. Je pense que probablement beaucoup de capitaux se sont investis ces dernières années sur les États-Unis, c'est clair. Il y avait un peu un discours sur l'exceptionnalisme américain, une croyance que finalement les marchés américains surperformeraient de façon récurrente les autres marchés. Je pense que c'est un peu remis en question. Il y a probablement sur les marchés américains une nécessité de faire remonter un peu la prime de risque sur les actions américaines. Donc, ça pourrait bénéficier aussi aux actions européennes. Donc, ça va être de vous tenter de vous dire, à contre-courant, il faut revenir avec parcimonie, mais courage. Et on sait que c'est dans ces périodes compliquées, en fait, qu'on achète des actifs généralement à un très bon prix. Alors, deux autres interrogations et puis éventuellement on clôturera. Hors USA, les budgets consacrés à la défense vont augmenter. Est-ce un point à considérer justement par les investisseurs? Donc, du côté de l'equities, on sait que notamment, on en a parlé la semaine dernière, Echiquier Space est positionné sur le domaine de la défense. Donc, Oui, oui.
tu aurais à dire là-dessus, du coup? Bon, alors, Échiquier Space, c'est un fonds thématique qu'on a lancé en 2021 à la financière de l'Échiquier. L'idée, c'est vraiment de profiter d'une opportunité qui est en train de se vérifier. C'est que l'espace est un secteur qui se privatise, le coût d'un lancement baisse, etc., etc. Donc, il y a une thématique de très long terme qui nous paraît très pertinente. Et puis, il y a une thématique aussi peut-être plus d'actualité, c'est que finalement, beaucoup d'activités spatiales sont liées à des activités de défense. Beaucoup d'entreprises du spatial mélangent des activités de défense et des activités civiles. Et aujourd'hui, au sein de notre portefeuille, il y a une exposition liée finalement à la défense, alors pas uniquement à la défense, mais qui est de l'ordre de 45%. La défense, ça reste un sujet qui ne disparaît pas. La volonté de rééquilibrage en fait des budgets militaires mondiaux, du moins dans les pays membres de l'OTAN, on va parler que de ça, de la part des États-Unis, elle est toujours là. Ce n'est pas parce qu'il y a les tarifs que pour autant les États-Unis ont décidé à nouveau de financer la défense des États membres de l'OTAN. Donc les dépenses militaires vont continuer à augmenter. Ça donne de la visibilité. Comme on l'a dit la dernière fois qu'on en a parlé, ça n'a pas forcément un impact immédiat sur les entreprises de défense, parce qu'il faut bien sûr que ces contrats soient passés, que ces produits soient. Mais ça donne de la visibilité quand même à ce secteur-là. D'ailleurs, c'est un secteur qui a un peu baissé, je dirais, au début et qui finalement se maintient plutôt pas mal aujourd'hui. Enfin, dernier point peut-être, jusqu'où peut aller la baisse du pétrole et quel impact sur l'économie du coup? Bon, alors, la baisse du pétrole, c'est un impact qui est positif d'une certaine façon sur l'économie, sauf si vous produisez du pétrole, bien sûr, parce que ça baisse le prix de l'énergie et je dirais que c'est un bon élément. D'ailleurs, Trump se réjouit beaucoup de la baisse du prix du pétrole, mais jusqu'où ça peut baisser, il y a un moment où, et d'ailleurs, c'est très intéressant puisque les entreprises qui produisent du pétrole aux États-Unis commencent à se plaindre des prix du pétrole. C'est-à-dire que il y a quand même un truc, bon, je dirais, c'est pas la seule chose qui est totalement illogique dans le programme de Trump, mais il y a quand même quelque chose qui est un peu illogique. Il veut faire baisser les prix du pétrole et il veut aussi que les pays, par exemple l'Europe, lui achètent beaucoup plus de pétrole et de gaz qu'on en achète aujourd'hui de façon à rééquilibrer la balance de nos échanges commerciaux. Mais comme vous le savez, les gisements américains sont pour beaucoup des gisements disent de gaz de schiste. Donc, c'est des processus en fait qui sont assez spécifiques de production, différents des processus traditionnels. Alors bon, tout ça c'est connu parce que ça fait beaucoup d'années finalement que ça existe, mais c'est coûteux en fait d'exploiter des gisements dits de pétrole de schiste. Et il y a un moment où finalement, si le prix baisse trop, les producteurs arrêtent de produire. Et alors, ça a un impact très très rapide sur les volumes produits parce qu'en fait, une des caractéristiques des puits dits de schiste, c'est qu'ils s'épuisent très rapidement. En fait, c'est-à-dire qu'au bout de 18 mois, vous produisez quasiment plus rien. À la différence de gisements plus traditionnels, comme on les a en Arabie Saoudite, où finalement les puits ont une durée de vie beaucoup plus longue. Et donc, il faut réinvestir pour reforer. C'est coûteux. Et si les prix du pétrole sont trop bas, ils ne le feront pas. Et donc, la capacité d'exportation des États-Unis se verra réduite. Donc, il y a un prix d'équilibre. Je pense que le prix auquel on est aujourd'hui, c'est probablement ce qu'il faut essayer de conserver, puisque d'après les études qui sortent, ça coûte $40 quand même de sortir un baril de pétrole dit de schiste aux États-Unis. Et donc, plus on s'en rapproche, moins les opérateurs investiront, vous vous en doutez. C'est entendu, Pierre. Alors, bon, ok, je termine avec cette dernière question pour ne pas faire trop long. La baisse des taux ne devrait-elle pas profiter aux entreprises endettées, notamment en Europe? Alors, oui, s'il y a baisse des taux, en fait. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les taux restent plutôt stables. Et puis, il y a quand même un sujet, c'est que les spreads de taux, c'est-à-dire ce que vont payer les entreprises ce que va demander le marché comme rémunération pour prêter aux entreprises, sont en train de se tendre. C'est-à-dire que vous regardez sur le high yield, vous savez, les obligations de deuxième qualité, vous regardez sur l'investment grade, vous constatez que ces spreads-là sont en train de s'élargir. Donc, on n'est pas du tout dans. Et d'ailleurs, ça peut constituer une opportunité parce qu'aujourd'hui, on retrouve en fait des rendements
actuarielle. Donc, en fait, le rendement que vous allez toucher tous les ans en investissant sur des obligations d'entreprise qui redeviennent relativement attractifs, mais qui sont fortement remontés. Hein. On est remonté récemment, on a repris quasiment 2% hein, sur les taux, en fait, dans le high yield, hein, bien sûr, plus que sur l'investment grade. Donc, à terme, idéalement, si les taux baissent, mais il faut que les deux composantes baissent. En fait, un taux d'entreprise, alors c'est un taux en absolu, hein, c'est ce qui est prêt à accepter le marché pour prêter de l'argent à une entreprise, mais il est constitué de deux composantes. Il y a le taux de base, finalement, qui est le taux sans risque, hein, et par réduction, on va prendre les taux allemands, et puis ce qu'on appelle la prime de risque, hein, donc l'écart que vous allez demander, la surrémunération que vous allez demander pour prêter à un risque, hein, plus important, bien sûr, que l'État allemand. Et cet écart, il est en train de s'écarter. C'est entendu, Pierre. Merci énormément. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci à tous les participants justement donc d'avoir été au rendez-vous et merci surtout à Pierre pour justement donc ces explications, ces informations qui ont été vraiment très très claires et très riches. Donc voilà. Donc je vous dis au mois prochain pour une nouvelle session donc du point marché. Et puis d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Oui, et puis j'espère qu'on aura un sujet plus entraînant. En tout cas, très très bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir.